Vous écoutez Révolutions alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, agronome et autrice. Je réalise ce podcast avec la complicité technique de Mathieu Briard sur invitation de Darwin Nutrition. Nous sommes de plus en plus à être préoccupés par le changement climatique et à parler de notre empreinte carbone. C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui en nous penchant sur l'impact climatique de notre alimentation et les moyens de limiter cette empreinte. Aucune thématique n'incarne peut-être mieux que l'alimentation la place des enjeux climatiques dans notre quotidien. Mais peut-on veiller seul à l'empreinte écologique de son assiette ou est-ce une affaire collective ? Et que manger pour limiter le réchauffement climatique ? J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Roman Ledoux, directeur de MyCO2, rattaché au cabinet Carbone 4. Il a lancé MyCO2 en 2019 après avoir accompagné pendant 10 ans les entreprises dans le calcul de leur empreinte carbone et dans la mise en place de stratégies de décarbonation. Il m'a confié que son empreinte carbone est autour de 6 tonnes. MyCO2 est une conférence interactive dans laquelle chaque personne est invitée à calculer son empreinte carbone personnelle grâce à un texte à trous. L'approche est non culpabilisante et ludique avec des retours de satisfaction de 4,7 sur 5. On sent qu'on a affaire à des ingénieurs, il y a beaucoup de chiffres. 4,7 sur 5 lors des derniers webinaires grand public qui ont accueilli plus de 400 personnes. La conférence permet de comprendre ensemble les ordres de grandeur du carbone. MyCO2, c'est le seul calculateur qui permette une comparaison fiable à l'empreinte carbone moyenne et qui a calculé l'empreinte carbone de près de 40 000 personnes. Bonjour Roman. Bonjour Louise. Bienvenue sur notre podcast. J'ai beaucoup mentionné l'empreinte carbone dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous rappeler simplement ce que c'est ? Alors l'indicateur de l'empreinte carbone, c'est un indicateur qui va compter les gaz à effet de serre, donc essentiellement le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, et qui va prendre toutes les consommations du territoire, enlever les exports et rajouter les imports pour vraiment avoir une vision liée à la consommation finale de tout ce qu'on va consommer. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de Carbone 4 et en particulier donc celui de MyCO2 ? Oui, alors Carbone 4, c'est un cabinet de conseil à la base qui a été créé en 2007 par deux associés, donc Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, qui était donc un cabinet créé pour accompagner essentiellement les organisations, autrement dit beaucoup les entreprises, à la fois calculer leur empreinte carbone et également à mettre en place des stratégies pour réduire leur empreinte carbone. MyCO2, c'est un projet que j'ai créé il y a 3 ans maintenant en intrapreneuriat. L'idée était d'utiliser tout ce que j'avais pu voir en entreprise, comprendre des sujets climatiques pour proposer une approche humaine, mais une approche, en effet, tu l'as dit avec des chiffres, quantifiés de l'empreinte carbone, à savoir où sont les ordres de grandeur et avec nuance quelles sont les solutions pour réduire cette empreinte carbone. Puisqu'on est dans les chiffres, est-ce que tu peux nous rappeler, je crois que c'est vous qui l'avez calculé, donc quelle est notre empreinte carbone moyenne en France et donc la part liée à l'alimentation et peut-être les quelques autres grandes catégories et puis aussi peut-être nos objectifs de réduction ? Oui, alors l'empreinte carbone en France, on est autour de 10 tonnes de CO2 équivalent par personne. En effet, quand on a commencé ce chantier, ce projet, MyCO2, il y avait plusieurs chiffres, il n'y avait pas vraiment de graphique de référence. Donc le premier exercice qu'on a fait, c'est comprendre la méthode officielle du ministère, la compléter, avec notamment la déforestation, les traînées de condensation, ce qui n'était pas pris en compte par le ministère. Donc pour sortir un graphique de référence qui est sorti donc en janvier 2022, ce graphique donc de 9,9 tonnes donne la décomposition par poste, en sachant quand on commence par le poste le plus important, je me déplace, ensuite je mange, je me loge, j'achète et puis les services publics. Donc je mange, c'est quelle part ? Je mange, c'est le deuxième poste, ça fait environ 2400 kg de CO2 sur environ 10 000, donc environ 25%, on va dire. Donc on a déjà une belle marge de manœuvre à cet endroit-là. Oui, on a une belle marge de manœuvre et puis on est sur un poste qui est alimentaire, donc qui est vital. On est sur des usages qui questionnent mais qui sont utiles, contrairement à certains autres usages dont j'achète, où on va être sur de la surconsommation, où je me déplace, où on peut être sur des usages qui ne sont pas vitaux. Et les objectifs de réduction, tu peux nous les rappeler, un peu la trajectoire peut-être de l'accord de Paris ? Oui, alors avant ça, je voulais te donner un petit peu de détails sur les 25%. Oui. Alors là-dedans, on va dire à peu près la moitié qui vont venir vraiment d'émissions liées au méthane d'une part, donc ça va être essentiellement les ruminants.
D'accord. Au protoxyde d'azote, donc les protoxydes d'azote, c'est un gaz à effet de serre qui vient essentiellement des engrais azotés. Donc ces deux postes-là font à peu près la moitié. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'agriculture, d'accord. Méthane et protoxyde d'azote. Et ensuite, ce qui est super beau avec cet indicateur de l'empreinte carbone, c'est qu'on va rajouter tout ce qui est nécessaire finalement pour avoir quelque chose dans son assiette. Et donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir quelque chose dans son assiette? De l'agriculture, il faut transformer les produits. Donc là, on rajoute environ par personne, je vais donner quelques ordres de grandeur, environ 100 kg. Le transport, on rajoute environ 150 kg. Tout ce qui est emballage, on rajoute environ 150 encore. Et notre travail supplémentaire, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on loupe avec cette approche qui est souvent une approche qu'on dit analyse de cycle de vie. Et on a rajouté la déforestation, ça fait environ 250 en plus. On a rajouté ce qu'on appelle les fuites de gaz frigo. Dès que vous avez des frigos, des camions frigorigènes, on utilise des gaz et ces gaz peuvent fuir. Donc ça fait environ 100 kg de CO2 équivalent par personne et par an. Il y a tout le fonctionnement des commerces. Les commerces font des achats, ont besoin d'électricité, ont besoin d'acheter des présentoirs, etc. Ça fait environ 150. On a ensuite les invendus, ça rajoute 100. On a toutes les usines, les machines nécessaires à tous les sous-traitants qui sont dans la chaîne, ça rajoute environ encore 100. Et je termine avec le dernier, qui concerne pas notre alimentation à nous, mais l'alimentation de nos animaux de compagnie, qui rajoute environ 100. Et donc si tu additionnes tous ces chiffres que je viens de donner, tu arrives au environ 2400 kg, soit environ 24% de l'empreinte carbone moyenne française en 2019. Donc si tu as ton potager, tu court-circuites en fait toutes ces étapes qu'on n'imagine pas forcément instinctivement, mais qui sont énormes en fait dans la phase d'alimentation, transport, vente, frigo, toute cette logistique. Oui, exactement. Et c'est ça qui est très difficile dans la première approche. Souvent on pense notamment au méthane et au protoxyde d'azote, mais dès qu'on commence à élargir le périmètre, on se rend compte en effet, comme tu dis, qu'il y a beaucoup de postes très systémiques finalement. Des usines, il faut du transport, il faut de l'énergie dans toute la chaîne de valeur. Et donc notre but, on a déjà fait 2 chantiers sur l'alimentation. Dans le 3e chantier qui arrivera en 2023, c'est d'aller un cran plus loin, pour se dire, en effet, si on fait du circuit court, mais à quel point, parce qu'on peut pas tout acheter non plus en circuit court, il y a des choses qu'on doit acheter et qui viennent d'un peu plus loin, de combien ça fait varier les différents postes que j'ai évoqués juste avant. Très bien, très clair. Et tu parlais des objectifs de réduction, du coup, peut-être par rapport aussi à l'alimentation, si on les remet en perspective. Oui. Alors, nos objectifs de réduction globaux, c'est de réussir à faire moins 5% par an tous les ans. Et c'est vrai que dans nos conférences, on essaie d'insister sur ce chiffre parce qu'il est concret. Et moi, en ayant accompagné des entreprises, je me suis rendu compte que souvent, on a tendance à parler du très long terme, d'avoir des objectifs à 2050, etc. Mais que le plus dur, c'est de se mettre en mouvement tout de suite. Et donc, ce moins 5% par an tous les ans, il est difficile à atteindre. On fait environ moins 1,5% par an. Donc, il faudrait tripler le rythme d'effort de décarbonation. Après, sur l'alimentation, je pourrais pas te dire l'ordre de grandeur, il doit rester à peu près le même. On sait que dans l'agriculture, il reste quelques émissions en 2050, notamment parce que, je l'ai dit, le méthane et le protoxyde d'azote, on peut pas le réduire à zéro. En tout cas, on n'a pas les solutions technologiques parce que la vache, on va pas aller lui mettre derrière un petit réservoir pour récupérer tout son méthane. Donc, il restera des vaches en 2050 et elles émettront encore un peu du méthane. Quels sont aujourd'hui, peut-être avant de parler plus précisément de notre nourriture en France, peut-être dézoomer un peu dézoomer déjà, rappeler que là on parle bien de l'empreinte carbone, mais que c'est une des 9 limites planétaires et qu'on pourrait parler de façon beaucoup plus générale d'autres problèmes que l'alimentation peut susciter au niveau écologique comme la biodiversité. Donc là on est vraiment focus sur l'empreinte carbone et dézoomer peut-être en te posant la question de savoir est-ce qu'il y a des pays qui ont une alimentation ou une tradition alimentaire plus décarbonée que d'autres aujourd'hui à l'échelle du monde et qui pourraient peut-être nous inspirer Alors, en effet, sur les indicateurs, on rappelle souvent pendant la conférence, par exemple sur le poisson. Le poisson est souvent bas carbone, mais il y a un gros enjeu de biodiversité. Donc ça, on le rappelle et on va essayer de rediriger, par exemple, vers Étiquetable, qui permet de savoir quel type de poisson est-ce qu'il est menacé, suivant qu'on le pêche en Atlantique Nord ou plutôt dans le Pacifique. Le sujet de l'eau également, quand on parle des avocats, etc., c'est un sujet qui n'est pas forcément carbone, mais qui peut être lié à l'eau. Sur la question qui concerne où est-ce qu'on émet le moins pour son alimentation, donc en réfléchissant un petit peu à cette question, moi je me suis tout de suite dit l'Inde, parce que l'Inde, la vache est sacrée. Or le méthane, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même
même une grosse partie, à peu près un quart du coup de l'empreinte carbone de notre alimentation. Et en fait, cette intuition, elle était bonne, parce que quand on regarde les bases de données, donc il y a notamment une base qui s'appelle ExaioBase qui permet d'avoir des données au niveau mondial. Et l'Inde arrive en numéro 1. Ils sont aussi végétariens? J'ai voyagé en Inde il y a maintenant 10 ans de cela. Non, ils mangent de la viande. De mémoire, hein, mais ils mangent pas de viande, ils mangent pas de bœuf. C'est ça, d'accord. La vache est sacrée en Inde, mais de mémoire, ils mangent quand même du poulet et du porc, même si maintenant de mémoire la religion musulmane étant de plus en plus implantée. Oui, ils en mangent de moins en moins, peut-être. Ils mangent de moins en moins aussi de cochons. Ceci étant dit, ils ont une empreinte carbone sur l'alimentation qui va être en dessous d'une tonne, d'accord, alors que nous, on est plutôt à 2,5 tonnes. D'accord. Voilà, après, il faut faire un petit peu attention parce que dès qu'on commence à parler d'empreinte carbone, on parle forcément de ressources et de ressources financières. Et donc, c'est sûr que des pays qui ont moins de revenus vont avoir une empreinte carbone plus faible parce qu'on va, comme ma grand-mère, on va manger ce qu'il y avait autour de nous. On va manger des œufs, on va manger des légumes. Et finalement, du coup, on va manger une alimentation qui est plutôt bas carbone. Le bœuf restant un mets rare quand on regarde la génération de mes grands-parents. Ce sont les riches qui polluent et qui détruisent la planète. Oui, les riches, il faut pas oublier que nous faisons partie des riches. Tout à fait. Du coup, ça fait la transition aussi, on parlait de viande, avec la question suivante que je voulais te poser. Quels sont donc finalement, de façon générale, les aliments les plus ou moins impactants pour le climat, les modes de production, donc évidemment je pense à l'agriculture biologique, éventuellement les façons de cuisiner. Je vais ne pas cuisiner, c'est aussi peut-être moins impactant pour le climat. Voilà, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots là-dessus ? Oui, alors c'est là où ça commence à être difficile. Pourquoi ? Parce qu'on mange énormément de choses différentes. Lorsqu'on pense à l'alimentation, c'est vrai qu'on va penser, sur le carbone, on va tout de suite penser à la consommation de viande. D'accord ? Ça, c'est ce que j'appellerais la variable structurante numéro 1. C'est celle qui va faire varier jusqu'à 1 tonne, même un peu plus, notre empreinte carbone. Je vais essayer de donner quelques ordres de grandeur. Entre quelqu'un qui va prendre principalement de la viande car il adore ça, il va se retrouver environ à 4 tonnes. Et quelqu'un qui est devenu, on va dire, végétarienne avec quelques exceptions, cette personne va être à 1500 kilos, donc 1,5 tonnes. Autrement dit, elle a presque divisé par 3 son empreinte carbone. Donc c'est vrai que la viande, et notamment la viande rouge, plus précisément la viande de ruminants, est la première variable structurante. D'accord ? C'est elle qui fait varier le plus son empreinte carbone. Mais dès qu'on a passé finalement cette première solution, c'est comme dans l'électricité. Dans l'électricité, on dit bon, faut sortir du charbon, ça c'est le plus simple, d'accord, on sort du charbon, mais une fois qu'on est sorti du charbon, on s'attaque à quoi ? Et l'alimentation, c'est un peu pareil, hein, on s'attaque au bœuf en premier, viande rouge, viande de ruminants, et dès qu'on a baissé sa consommation de viande, après, c'est plus difficile, parce que le carbone, il est finalement partout, et on consomme énormément de choses, du pain, des pâtes, des viennoiseries, des glaces, de la charcuterie, des légumineuses. Moi, je mange rien de tout ce que tu as dit, moi je mange jamais tout ça, hein. Je veux dire, il y a beaucoup on a fait un numéro sur les produits ultra transformés. Oui. Et c'est peut-être là que tu veux nous emmener, mais qui nécessite, du coup, j'imagine, beaucoup de ressources énergétiques dans les usines et dans l'industrie. Tu parlais de glace, de tous ces produits ultra transformés. Finalement, il y a vraiment du carbone dans tous les produits là que j'ai cités rapidement. Oui. Souvent, c'est quand même l'agriculture, hein, rappelons-le, qui produit le plus, hein, je vais le redire en chiffres, l'agriculture, donc c'était environ 1600, la transformation ça va être 100 à côté, d'accord ? Donc oui, en effet, les produits transformés posent d'autres problèmes après sur l'alimentation, la santé, etc. Mais c'est vrai qu'en ordre de grandeur, c'est plus l'agriculture, hein, donc vraiment comment est produit l'aliment que l'on mange. Je vais essayer de revenir sur la question. Donc qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais ? Première variable structurante, en effet, c'est ce qu'on appelle dans MyCO2, je prends s'il est bon un plat sans viande rouge. Hein, donc d'essayer, dès qu'on a le choix. Oui. Ce midi, j'ai eu la chance de manger au restaurant, j'avais plat du jour, j'avais un bœuf façon je sais pas quoi, et en dessous j'avais une quiche. Donc dès qu'on a le choix de se poser la question, est-ce que je peux le prendre s'il est bon un plat sans viande rouge ? Ça c'est le premier déclic. Le deuxième déclic, c'est je prends s'il est bon un plat sans viande. Et donc déjà, si on arrivait à faire ça, ça serait déjà magique, parce que on se rend compte, par exemple sur la vente de burgers, on se rend compte que les burgers au bœuf dans l'offre font plus de 60% de l'offre. Alors en termes de vente, on doit être à 75-80%. Donc on se rend compte que notre transition bas carbone sur la première variable structurante, qui est la plus simple, elle n'a pas vraiment commencé dans la société. Effectivement. Voilà, après en effet, il y a d'autres variables structurantes plutôt de niveau 2, le bio en est une.
Le bio, on va dire que ça va faire varier ton empreinte carbone d'environ 100 kg de CO2. Parce qu'on utilise moins d'engrais et de pesticides de synthèse. Exactement. Et ça va avoir un impact à la baisse lorsque notre alimentation est déjà végétale. Le bio va avoir une petit impact à la hausse lorsqu'on mange de la viande, parce que le bio va dégrader tes rendements, tout simplement. Donc tu vas avoir besoin de plus d'espace et potentiellement de plus d'intrants, même si les intrants sont moins mauvais. Okay. Voilà. Après, bien entendu, on en reparlera tout à l'heure, mais tout ce qui est légumes globalement est très très bas carbone. Ça capte même du CO2 atmosphérique grâce à la photosynthèse. Oui, alors ça c'est difficile à dire parce que en effet ça en capte, mais ce carbone il disparaît jamais. Donc finalement après on va faire quoi ? On va l'ingérer, on va en garder un petit peu du carbone. On va respirer. Et via la respiration, ce carbone on va le remettre dans l'atmosphère. Donc c'est vrai que sur le coup ça stocke du carbone, mais c'est un cycle. Mais on est quand même dans un cycle qui est un cycle court. Je peux essayer de te donner quelques ordres de grandeur sur l'empreinte carbone par aliment. Le bœuf, qui est le pire, on va être environ vers 40 kg de CO2 par kilogramme en produit fini, en produit vendu. Il utilise beaucoup d'eau aussi au passage. Alors oui, le bœuf c'est comme le charbon finalement. Il a tous les inconvénients. Il utilise beaucoup d'eau, son rendement il est terrible. Il faut je crois 6 à 7 calories pour faire une calorie humaine. Ouais. L'eau, la surface, le soja, la déforestation. Donc le bœuf c'est comme le charbon, c'est vraiment la première chose à sortir de l'alimentation parce que c'est un gros poste. Ensuite, si on reste sur la viande, les viandes dites blanches, on va être vers entre 7 5 kg de CO2, donc à la fois le porc, le poulet, 7 5 kg de CO2. Le poisson, on va être entre 10 et 2, ça dépend des poissons. Sardines, on va être vers 2 par exemple. Les poissons en début de chaîne sont du coup moins carbonés. Ah, en début de chaîne alimentaire. Ouais. Oui. C'est ça, d'accord. Après, voilà, il faudrait vraiment parler à des personnes qui sont spécialistes sur les analyses de cycle de vie pour comprendre la raison profonde. Et puis après, les légumes, alors j'ai pas regardé pour la préparation, mais de mémoire, on est en dessous de 1 kg par kilogramme. Là, tu parles légumes et légumineuses. Ça doit être légumes, ça doit être encore plus faible, et légumineuses un petit peu plus. Cela dit, les bactéries, enfin les légumineuses doivent, comme elles sont un petit peu plus riches en amidon, elles doivent capter un petit peu plus de CO2 de l'air, je pense. Mais ça doit être, ça se confond à mon avis. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de rappeler toujours ce rôle des légumineuses, qui est important dans un régime végétarien, qui va remplacer la viande, ce que fait pas le légume. Le légume apporte des fibres, mais la légumineuse est aussi très importante, va avoir, comme tu le dis, je pense que c'est inclus dans ce groupe que tu appelles légumes, une empreinte carbone faible, tout en apportant des protéines de la même façon que pourrait le faire de la viande, en fait. Alors, en effet, lorsqu'on regarde dans la principale base de données qui s'appelle Agribalise sur l'alimentation, les légumes tournent autour de 1 kg de CO2 par kilo. Les légumineuses sont un peu au-dessus, à 1,5 kg c'est ça. de CO2 par kilogramme. Ça penche du côté du régime végétarien. Et je voulais te demander aussi par rapport puisqu'on est sur les légumes et peut-être même plus les fruits, aux importations, est-ce que ça pèse beaucoup aussi dans est-ce que ça fait monter beaucoup la balance sur la partie carbone, si on mange des fruits et légumes en particulier importés depuis loin? Alors, le transport au global fait de 10 à 15% de l'empreinte carbone. Ça dépend le périmètre. Je pense sur des cas particuliers, et ça il faudrait vraiment regarder avec des gens qui travaillent sur les analyses de cycle de vie. En effet, sur certains produits notamment qui vont venir en avion, l'ananas par exemple, j'imagine. Le litchi parfois, je crois. Le litchi peut-être, on peut avoir des empreintes carbone qui sont très très élevées. Mais ceci étant dit, quand on regarde plutôt en moyenne, le transport est une variable structurante de niveau 2 plutôt. Donc il va y avoir bien entendu des cas où c'est hallucinant, où clairement c'est éthiquement pas concevable. C'est des cas particuliers, comme tu le dis. Après souvent, par exemple la déforestation a l'air de faire un peu plus que le transport. Donc si les produits importés créent de la déforestation, j'ai l'impression que c'est un sujet prépondérant par rapport à l'impact carbone du transport. Et puisqu'on est sur la partie transport, donc je comprends bien qu'il y a un poste plutôt secondaire mais quand même important. On a souvent aussi la question dans l'alimentation, est-ce qu'il faut mieux se faire livrer, grand sujet de société, ou est-ce qu'il faut mieux prendre sa propre voiture pour aller chercher soi-même ses aliments? Évidemment, j'ai bien compris qu'il vaut mieux avoir un potager, mais on n'a pas tous les moyens de l'avoir. C'est vraiment toute la philosophie de MyCO2 qui est que il doit y avoir bien une réponse moyenne, mais que la réponse, elle dépend vraiment des personnes. Si la personne rentre chez elle et qu'elle s'arrête à un drive, elle va pas faire de détour, on peut pas lui imputer une empreinte carbone pour sa voiture. Alors si vous êtes au contraire très isolé
et que vous allez vraiment aller en ville à 10 km pour aller chercher à manger, là dans ce cas-là il vaut mieux vous faire livrer parce que le camion va faire toute une tournée. Donc c'est assez dur à dire. Après bien entendu l'idéal, et c'est ce qu'on essaie de pousser dans MyCO2, c'est d'essayer de pousser des alternatives à la voiture. Voilà, moi je m'amuse souvent à aller au drive en vélo cargo à Rennes, là où je réside. J'aime beaucoup ce moment parce que je me gare et j'ai à côté de moi 5 grosses voitures et les gens me regardent. Et c'est toujours un moment voilà que j'apprécie parce qu'il est, je trouve, il est très décalé d'une certaine façon et en même temps c'est ce qu'il faudrait généraliser. Je voulais aussi un petit peu que tu nous donnes les conseils pour décarboner son alimentation, mais tu as déjà évoqué le sujet. Peut-être à la fois pour quelqu'un qui juste découvre le sujet, puis pour quelqu'un qui est déjà bien avancé. Donc pour quelqu'un qui découvre, on a dit diminuer le bœuf et tout ce qui est ruminant. Alors moi j'aime bien tourner les choses en positif, parce qu'évidemment on dit bien aussi que quand on dit arrêter de manger la viande, tout le monde voit un énorme steak. Donc on va essayer de le tourner plus en mode manger des légumineuses, des pois chiches, des lentilles, cette alliance entre les céréales et les légumineuses. Je renvoie à notre podcast sur le sujet. Et peut-être pour quelqu'un qui est déjà avancé, quels seraient les 2-3 conseils derrière pour reprendre un peu ce que tu disais après ce basculement vers les protéines végétales? Dans les autres variables structurantes, donc on a identifié alors l'eau en bouteille par exemple peut être un sujet tout de même important et on n'y pense pas forcément quand on pense à l'alimentation. L'eau en bouteille représente de mémoire plus de 100 kg de CO2 en moyenne. Et vu qu'il ne concerne pas toute la population, on peut rapidement être vers 200 kg de CO2 par personne. Donc tu disais donc les conseils dans l'ordre un peu décroissant, si j'ose dire, manger plus de protéines végétales, arrêter l'eau en bouteille. Donc pareil, si on le tourne en positif, célébrer l'eau courante du robinet. Oui, en effet. En parlant avec des amis qui s'intéressent beaucoup à toutes les médecines alternatives, il existe de plus en plus de solutions de traitement. Qui sont un investissement de l'ordre de 200 €, mais qui permettent pour des personnes qui vont avoir de l'eau pas très bonne, parce que souvent il y a des arguments pour lequel on achète de l'eau en bouteille, d'avoir tout de même de l'eau de bonne qualité. Donc ça, c'est des investissements qui valent le coup sur le long terme. Et ensuite, on va avoir dans les variables structurantes de niveau 2, après la viande de ruminant, on va avoir tout ce qui est lié finalement, le fromage, tous les laitages. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai relu ça récemment, que les laitages ont un très fort impact carbone. Fromage et laitages, yaourt, et puis on va avoir également le café. Le café qui va faire pour des gros buveurs de café environ 100 kg tout de même de CO2 équivalent par an. Et chocolat, c'est pareil, parce que je me dis toujours on est accro au café au chocolat. Je pense que le café est un peu plus élevé. J'ai pas le chiffre, donc je pourrais pas te donner de chiffres, mais je pense que le café, et je pense qu'on boit beaucoup plus de café aussi. C'est ça. On boit beaucoup plus de café que de chocolat. Après, quand on compare les deux, il faudrait que je regarde. Donc ce serait se ruer sur un petit lait d'or à base de curcuma et de cannelle. Ouais, et puis tout simplement réduire, parce que c'est vrai qu'on est dans des rythmes parfois professionnels effrénés, et donc on boit du café sans en prendre conscience, sans être connecté au café entre guillemets. Et donc juste prendre conscience, ça permet de réduire sa consommation et de l'apprécier encore plus. On arrive à la fin. Si on le tournait peut-être d'une autre façon, quel serait un petit peu soit l'assiette idéale, soit le groupe des 4-5 aliments les plus sains pour le climat qu'on pourrait trouver, nous, en France? Là, c'est vrai que je suis pas forcément la meilleure personne avec laquelle discuter, parce qu'il faudrait discuter avec des personnes, des chefs notamment, qui travaillent sur des menus. Ce que je peux vous dire de mémoire, c'est qu'il faut avoir à peu près des céréales non raffinées, des légumineuses, des légumes, et ça, je pense, vous en parlez beaucoup plus dans votre podcast. On l'a dit, essayez de privilégier donc tout ce qui a un faible empreinte carbone, donc à savoir ce que mangeaient nos grands-parents, tout ce qui est pommes de terre, légumineuses, légumes de saison, le bio si on peut, en rappelant que c'est quand même pas la variable structurante numéro 1. Et après, essayer, comme on l'a dit, de prendre plaisir, parce que je pense que l'alimentation, ça reste un plaisir de cuisiner, ça reste un plaisir de manger, et c'est pour ça qu'on essaie dans nos conférences, vu qu'on s'adresse souvent à des publics très novices, de rappeler je prends s'il est bon un plat sans viande, parce qu'on a besoin d'avoir un repas qui nous procure du plaisir. Or le plaisir, on peut le trouver dans un plat bien entendu sans viande. Tout à fait. Les 3 piliers de la nutrition qu'on a beaucoup rappelé dans nos podcasts, c'est végétal, diversité et plaisir. Donc je suis contente que tu le mentionnes. Et n'oublions pas le gras aussi dans l'assiette idéale. Alors je sais pas quelle est l'empreinte carbone de l'huile, de tous ces produits oléagineux. On a fait un podcast nous spécifiquement sur ces sujets, mais ajouter une bonne tombée d'huile de colza ou d'olive sur l'assiette idéale que tu viens de mentionner. Alors j'ai bien compris que tu n'es pas chef, mais est-ce que tu peux quand même nous partager une ou peut-être 2 recettes décarbonées?
Alors les matières grasses, juste pour répondre à ta question, matières grasses animales vont être autour de 15 kg par kilo et les matières grasses végétales vont être autour de 2. C'est ça. Il y a une grosse différence. Ça tombe bien, c'est bien meilleur pour la santé. En plus, je voulais, alors moi, à titre personnel, je suis plutôt dans la catégorie je prends s'il est bon un plat sans viande, c'est-à-dire que je suis, on va dire dans ma transition à peu près, on va dire aux 2/3. Il y a un livre que m'avait recommandé ma sœur qui est Légumes de Maïtena Biraben que j'aime beaucoup, que j'ai en tout cas sur mon plan de travail. Et dès que j'ai des légumes de saison, j'essaie de regarder à l'intérieur. Et sinon, je voulais citer le plat qu'on trouve dans le TGV. On n'a pas tous la chance de prendre le TGV parce que je sais c'est cher, mais il y a un plat de Thierry Marx qui est un risotto d'épeautre, butternut, châtaigne, champignons. Il y a quand même du monde qui prend le TGV, donc n'hésitez pas. C'est une bonne opportunité de tester un plat, si j'ose dire, un peu industriel parce qu'il est quand même servi dans tous les TGV et qui, d'après moi, est très très bon. Et en plus, on prend le train et pas l'avion, comme ça. Merci beaucoup, la boucle est bouclée. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci à Romain d'avoir emprunté le chemin de notre studio aujourd'hui. Merci à Mathieu Brière à la technique. Merci à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition et avec qui nous avons la joie de préparer ces émissions. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast et à nous laisser vos commentaires. Nous ferons bientôt un épisode avec les questions des auditeurs sur la nutrition. N'hésitez pas à nous les adresser sur le site de Darwin, à la rubrique Contact ou sur les réseaux sociaux. À très bientôt.